aurait lieu dans le Pas-de-Calais et non pas en Normandie. Donc, ça montre vraiment le besoin de camoufler ses intentions au maximum. On se présente comme faible, on fait croire qu'on va repousser l'attaque, que c'est pas pour le moment, etc. Or là, on a vraiment exactement le contraire. On a une contre-offensive qui est annoncée dans tous les journaux. On nous dit que les Russes seront repoussés au-delà de l'Oural. J'entends, du point de vue stratégique, c'est pas très cohérent tout ça. Et donc, ça c'est le premier aspect. Encore une fois, on est dans l'analyse parce que je dirais, on est plutôt dans la déduction, dans le raisonnement, parce que ce qui se passe réellement sur le terrain, on a beaucoup de peine à le savoir. Et donc, je suis assez enclin à penser que dans cette analyse, c'est que tout d'un coup, on nous dit, voilà, ils ont repris un village, etc. Il faut se rendre compte de ce que c'est, ce théâtre d'opération. Hein. C'est un front de 1500 kilomètres. 1500 kilomètres, c'est la distance entre Bâle, en Suisse, et Tarente, au fond de la botte italienne. Donc, vous prenez un village là, ok, d'accord, mais ça reste très, on va dire, c'est même pas un épisode, c'est un peu anecdotique, quoi. Donc voilà mon impression. Les Russes ont une puissance de feu qui est comparativement aux Ukrainiens qui est colossale. Je reste assez proche de mon analyse, non pas par entêtement, mais de mon analyse précédente, celle que j'ai d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse d'évoquer l'ouvrage que j'ai publié chez vous, là, ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient. Je reste assez proche de cette analyse que les Ukrainiens sont utilisés comme chair à canon. Et du côté russe, comme on se rend compte que pour le moment, diplomatiquement, il n'y a pas d'ouverture pour au moins pour un cessez-le-feu, on pratique l'usure, mais l'usure de l'adversaire. J'ai une question naïve. Est-ce que le fait que le conflit semble fortement tempéré par un calendrier de communication n'affaiblit pas grandement les Ukrainiens? Premièrement, parce que c'est téléphoné, et deuxièmement, parce que ce n'est pas le rythme de la guerre. Exactement. Et ça, c'est un peu le côté, je dirais, surréaliste de cette guerre. On y reviendra après, le retour de la guerre conventionnelle, mais avec quand même des gros bémols. Mais c'est un peu le côté surréaliste, c'est qu'on a l'impression que cette guerre, elle se passe comme un jeu vidéo et que dans la salle, les joueurs parlent entre eux, comme si au fond, il n'y avait pas des vies humaines qui étaient en jeu, comme si, au fond, tout ceci n'était que, en fait, une mise en scène. Et ce que vous dites est tout à fait, est une impression que l'on est plusieurs à partager, c'est que d'un côté, on a, je dirais, une communication, surtout du côté occidental, une communication, mais qui a l'air complètement déconnectée de la réalité sur le terrain. Et l'unilatéralisme aussi tend à présenter, vraiment, on a décidé pratiquement depuis le 25 février 2022, donc le lendemain du déclenchement de la guerre, qu'il y avait d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Alors, évidemment, on peut prendre parti, mais ça fausse complètement l'analyse. Et alors, du côté communication, le président Zelensky apparaît dans tous les forums. En Suisse, le Parlement a eu une intervention en ligne sur grand écran du président Zelensky, etc. Donc, cet aspect communicationnel qui fait que nous sommes un peu dans une bulle et que, au fond, plus personne ne se penche vraiment sur la réalité de cette guerre, sur les tenants et les aboutissants de chacun des protagonistes. Je discutais avec un collègue et puis je lui dis, ben voilà, toi, pour nous, en Suisse, tout d'un coup, on a bradé la neutralité en l'espace d'un week-end. Et puis, sa réponse, c'est me dire, oui, mais attention, il y a une violation du droit international. Je lui dis, mais de quel côté y a-t-il cette violation? De quel côté?